Bonjour à tous, il y a quelques mois nous avions fait une vidéo sur les accords historiques qui ont rétabli les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Le tout arbitré par la Chine, désireuse de sécuriser ses voies de communication et le pétrole nécessaire à son développement. La fin de la rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran amorce une période de paix au Moyen-Orient, une période qui sera propice à son développement économique, à la normalisation des relations, par exemple avec la Syrie, la fin progressive du conflit au Yémen et bien d'autres bénéfices. Mais comme vous devez le savoir, tout n'est pas aussi simple en géopolitique. Aujourd'hui, nous allons voir un exemple concret de ce qui pourrait menacer cet accord, menacer ce dialogue de paix au Moyen-Orient. Nous allons parler de la guerre de l'ombre entre Israël et l'Iran, un conflit latent qui menace de mettre le feu aux poudres à la région. Cette vidéo est sponsorisée par nous-mêmes, et oui, n'oubliez pas qu'en géopolitique, il est difficile de présenter des situations complexes en vidéo, et le meilleur moyen pour améliorer son niveau, connaître le monde qui nous entoure, c'est véritablement la lecture. Et c'est pour ça que je profite de cette vidéo pour mettre en avant la revue trimestrielle Terra Bellum. Le dernier numéro sur le Moyen-Orient vient de sortir et comprend plus de 90 pages de pur contenu géopolitique, avec une diversité de thématiques allant de la sous-marinade égyptienne, la diplomatie israélienne, les enjeux de l'eau, et d'ailleurs aussi un sujet connexe à cette vidéo qui traite aussi principalement de la rivalité et de la guerre de l'ombre entre Israël et l'Iran, mais aussi de la force Al-Qod qui sert les desseins de l'Iran dans tout le Moyen-Orient. Pour se le procurer, le lien est en description, et si le Moyen-Orient vous intéresse moins, nous avons aussi 4 autres numéros sur la Russie, la Chine, la France et les États-Unis. Autant vous dire qu'il y en a pour tous les goûts et que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Sur ce, merci à tous pour votre fidélité et très bon visionnage. Le Moyen-Orient est un carrefour géographique. De fait, cette région a depuis toujours été tantôt un centre civilisationnel et religieux important, mais aussi un aimant à conflits et guerres qui ont régulièrement mis un frein au développement de cette région. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, les nationalismes arabes et l'indépendance des puissances émergentes dans la région se sont heurtés à un autre rival, lui aussi émergent, Israël. Je ne vais pas faire le résumé de la naissance d'Israël, des guerres israélo-arabes ou même de la géopolitique israélienne. Tout ça, on en avait parlé dans 2 vidéos que je vous invite à voir. Depuis 1948 et la création d'Israël, le conflit israélo-arabe, qui pourrait dégénérer à toute la région, est une menace toujours à prendre très au sérieux. Cela, bien que les puissances arabes comme l'Égypte qui a fait la paix avec Israël en 1978 ou encore la Jordanie qui a emboîté le pas en 1994, sans même parler de la phase de normalisation des relations effectuée par Israël. C'est à la montée d'une puissance qui n'est pas arabe, l'Iran, qui laisse à penser qu'une nouvelle confrontation est plausible sur le long terme, voire même qui pourrait bénéficier ou faire fructifier le conflit latent israélo-arabe. Depuis la révolution islamique de 1979, l'Iran a fait preuve d'une patience stratégique. Elle a établi de nombreux réseaux, souvent en s'appuyant sur les minorités chiites dans toute la région. Elle a renforcé son influence et leurs influences. Elle a développé des moyens de guerre informels, allant de drones efficaces et peu chers qui se retrouvent dans tout le Moyen-Orient, à la formation de miliciens fanatiques et dévoués. L'implication de l'Iran dans la politique moyen-orientale a donc incité les autres puissances régionales, mais aussi les États-Unis, à considérer le rôle régional central de Téhéran. Israël, de son côté, a su, après de nombreuses guerres avec ses voisins arabes et les accords d'Abraham en 2020, atténuer la menace des puissances arabes et s'affirmer au Moyen-Orient en tant que puissance de premier ordre. Mais c'est la montée en puissance de l'Iran depuis quelques dizaines d'années qui inquiète Israël. Israël est sans doute d'ailleurs en 2023 le plus grand perdant des accords sur le rétablissement des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, puisque la profonde rivalité entre Riyad et Téhéran est un moteur de la normalisation israélienne avec les puissances arabes. Même si l'Arabie Saoudite n'a pas reconnu Israël, il est presque avéré que des relations existent entre les deux pays, notamment sur du transfert technologique dans le domaine de la défense, orienté face à la menace ou contre l'Iran. Et vous comprenez donc facilement que si l'Arabie Saoudite et l'Iran se rapprochent, même s'il existera toujours une rivalité, cela n'arrange pas les affaires d'Israël. Dans cette logique, Israël cherche donc à rétablir un équilibre des forces au Moyen-Orient qui lui soit favorable. Israël, bien sûr, ne compte pas s'engager frontalement dans une bataille avec l'Iran. Son objectif est plutôt de frapper les soutiens iraniens au Liban et en Syrie adjacente, et cela malgré la pression internationale, voire même la pression des États-Unis pour ne pas le faire. C'est ce qui explique depuis plusieurs années les frappes israéliennes sur la Syrie et au Liban notamment contre le Hezbollah.
Et le Hezbollah, parlons-en. Pour comprendre la stratégie de SAP iranienne et l'émergence des groupes armés au Moyen-Orient, il faut remonter à la victoire d'Israël dans la guerre des 6 jours en 1967. Cette guerre, qui a été à l'initiative d'Israël, a convaincu les pays arabes qu'ils ne pouvaient pas gagner une guerre conventionnelle contre leur rival israélien, qui était technologiquement supérieur et idéologiquement bien plus motivé à l'époque. C'est à compter de cette période que la guérilla palestinienne menée par le Fatah s'est intensifiée. C'est ce qui a aussi expliqué l'invasion du Liban par Israël en 1982 pour mettre fin aux attaques anti-israéliennes de l'Organisation de libération de la Palestine qui opérait depuis le Liban. Pendant ce temps, la révolution islamique iranienne a triomphé en 1979. Comme la plupart des révolutions, cela créait un engouement et une crainte dans toute la région. L'ayatollah Khomeini, le père de la révolution, prend la décision d'exporter ses principes dans tout le Moyen-Orient. L'Iran se retrouve être un membre très actif au Moyen-Orient, notamment en promouvant la cause palestinienne après que les Arabes l'aient abandonnée lors des défaites face à Israël. Lors de l'invasion du Liban par Israël en 1982, l'Iran crée donc le Hezbollah en tant que mouvement de résistance. Il a opéré pendant toute la durée de la guerre dans l'ombre, sous divers pseudonymes, réalisé des missions d'enlèvement, de guérilla urbaine, etc. Et en 1985, avec la fin de la guerre et le retrait de l'armée israélienne du Sud-Liban, le Hezbollah a officiellement annoncé sa formation. Le succès du Hezbollah s'explique par deux choses qui proviennent de l'Iran, le dogme religieux et le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, qui est un corps d'élite, extrêmement fidèle à la révolution islamique et qui réalise des tas d'opérations dans tout le Moyen-Orient. Le Hezbollah a survécu à la guerre de 1982 contre Israël, il a survécu pendant toute la période de la guerre civile au Liban des années 70 aux années 90 et il a survécu lors du conflit israélo-libanais en 2006. Fort de ses succès et de sa longévité et malgré son adhésion au chiisme, le Hezbollah est apparu comme un modèle pour les factions palestiniennes, en particulier le djihad islamique palestinien et le Hamas. Et c'est la même chose pour la révolution iranienne. Son soutien au Hezbollah et son opposition à Israël après les défaites des guerres israélo-arabes a eu un retentissement dans tout le Moyen-Orient. Les groupes opposés à Israël ont ainsi un espoir qu'une action militaire est toujours possible, que les armes ne sont toujours pas déposées. Et c'est pourquoi Israël en retour vise aussi judicieusement le Hezbollah en espérant frapper par son intermédiaire les ambitions et l'influence régionale de l'Iran, tout en espérant que les frappes sur le Hezbollah et son écrasement dissuaderaient les mouvements protestataires, notamment les mouvements palestiniens. Et pour Israël, le temps presse car il y a aussi la question de l'accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran qui, tout comme l'accord irano-saoudien, ne se fera pas au bénéfice d'Israël. Il est probable que les États-Unis et l'Iran sont sur le point de parvenir à un accord intérimaire. Téhéran limiterait probablement son programme nucléaire en échange de la levée de certaines sanctions par les États-Unis. Le ministre iranien des Affaires étrangères a d'ailleurs confirmé que le dialogue était en cours, ce qui a suscité des inquiétudes en Israël de voir l'oncle Sam trouver un compromis avec l'Iran. Sceller un accord intérimaire autour du nucléaire apporterait en plus des résultats à l'administration Biden avant les élections présidentielles américaines de novembre 2024, et c'est ce contexte qui inquiète d'autant plus Israël. Ce conflit latent entre Israël et l'Iran prend plusieurs formes, mais la forme qui est la plus perceptible par nous tous, c'est de voir les exercices militaires qui se déroulent dans la région. Vous le savez, en géopolitique, on ne peut pas prédire l'avenir. Le but est d'effectuer des analyses et nous raisonnons en termes de probabilité. Je vous ai donné précédemment le contexte, maintenant je vais vous donner la forme. Ces dernières années, la tenue d'exercices militaires dans la région a été utilisée comme principale tactique de dissuasion, plus que pour se préparer à une véritable guerre. Par exemple, les États-Unis mènent des exercices militaires au Moyen-Orient pour soutenir Israël et ses partenaires arabes dans le Golfe. Ce faisant, les États-Unis leur assurent qu'ils les aideront à se défendre contre l'Iran et ses mandataires. Téhéran, de l'autre côté, organise fréquemment des exercices et fait défiler ses armes pour montrer à ses ennemis qu'il est aussi prêt pour la guerre. Israël lance également régulièrement des manœuvres militaires pour maintenir son pouvoir de dissuasion et préparer le front intérieur, la population israélienne, à un éventuel conflit. Depuis 2022 cependant, les exercices, et en particulier les exercices israéliens qui impliquent son armée de l'air, ont considérablement augmenté. Les exercices simulent souvent une guerre symétrique contre l'Iran ou un conflit asymétrique contre le Hezbollah.
Israël repose entièrement sa dissuasion et sa force sur son armée de l'air. L'année dernière, l'armée de l'air et la marine israélienne ont par exemple mené des manœuvres à grande échelle à Chypre, appelées Chariots of Fire, simulant une guerre avec le Hezbollah, ainsi que des attaques aériennes et navales contre des installations nucléaires iraniennes. En août dernier, Israël a lancé ses exercices Lightning Shield, en coopération avec l'armée de l'air italienne sur la base aérienne de Nevatim dans le sud-est d'Israël. Fin 2022, l'armée israélienne a effectué une manœuvre près de la frontière libanaise. Quelques semaines plus tard, elle a effectué des exercices aériens avec l'armée de l'air française. Et l'année 2023 a commencé avec des exercices à grande échelle baptisés Juniper Hawk, comprenaient des simulations de guerre aérienne, terrestre, maritime et électronique. Un des objectifs énoncés aurait été d'envoyer un message à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis pour qu'ils mettent fin à leur virage politique et économique vers la Chine et la Russie, tout en affirmant le partenariat américano-israélien face à l'Iran. Mais cela montre aussi une réalité. Malgré leur désengagement entamé sous la période Trump, les États-Unis maintiennent une présence réelle au Moyen-Orient. Malgré l'accord qui pourrait arriver sur le nucléaire iranien, Israël demeure le partenaire principal des États-Unis dans la région, et cela malgré les désaccords politiques entre l'administration Biden et le gouvernement israélien qu'il peut y avoir. L'objectif géostratégique américain au Moyen-Orient est très simple, c'est d'assurer la supériorité militaire israélienne et son intégration dans le système régional du Moyen-Orient. Et c'est pourquoi les États-Unis agissent comme un pont entre Israël et les pays arabes. Par exemple, l'US Air Force a effectué des exercices de tir au-dessus de l'Arabie Saoudite et de la Jordanie, auxquels l'armée de l'air israélienne avait également été conviée et avait participé. Cela faisait suite aux exercices du Hezbollah, dont l'objectif était de dissuader Israël de lancer des opérations militaires au sud Liban. Des roquettes sont régulièrement tirées sur le territoire israélien depuis le Liban, ce qui entraîne en représailles des frappes aériennes et fait toujours planer le doute sur une intervention israélienne au sud Liban. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, affirme d'ailleurs généralement qu'en cas de guerre, ses troupes occuperont les colonies israéliennes en Haute-Galilée, menace qui est prise très au sérieux par Israël. Mais ces exercices du Hezbollah servaient aussi à renforcer le pouvoir du Hezbollah en interne au Liban, plus que réellement à menacer Israël. Cela semblait plutôt être de la communication, et ils ont été observés par plus de 700 correspondants de médias. La question qu'on va se poser maintenant, c'est d'anticiper la suite. Il y a de plus en plus d'indications que les tensions montent au point d'une confrontation qui est toujours plausible. Cependant, la guerre n'est jamais quelque chose à prendre à la légère et c'est pourquoi une confrontation directe, qui plus est suite aux récents accords irano-saoudiens, est toujours peu possible. Ce qui est plus probable donc, c'est que l'Iran poursuive sa politique d'influence en s'appuyant sur les milices chiites dans tout le Moyen-Orient, s'impose comme principal défenseur de la cause palestinienne et continue une politique de normalisation des relations avec les puissances arabes et la bénédiction de la Chine. C'est aussi un autre sujet, mais l'Iran est aussi un pays clé dans le corridor nord-sud qui va de la Russie et de l'Asie centrale jusqu'à l'océan Indien, l'Inde et la Chine. Mais ça, c'est une autre histoire. Israël de son côté a les États-Unis avec elle. Elle poursuivra les combats pour limiter l'influence iranienne dans ses périphéries, poursuivre sa politique de normalisation à l'aide des États-Unis auprès des pays arabes pour s'assurer de ne pas se retrouver entre les puissances arabes, dont certaines sont soutenues par les États-Unis, et entre l'Iran et ses proxys. C'est ce qui rend possible le risque d'escalade au Liban avec des frappes israéliennes, voire une opération israélienne contre le Hezbollah. C'est ce qui rend le dénouement du conflit en Syrie difficile, Israël menant des frappes régulières sur le sol syrien pour frapper les 10 soutiens de l'Iran. Les États-Unis ont aussi toujours quelques milliers d'hommes en zone kurde et déployés dans tout le Moyen-Orient. Et dans le cas de la Palestine, c'est ce qui signifie que la question palestinienne n'est pas prête de se régler. On l'a vu début juillet avec une opération militaire en Cisjordanie qui n'avait jamais connu un tel niveau d'intensité depuis 2005, c'est-à-dire l'époque de la dernière intifada. Le risque, c'est évidemment qu'une frappe, qu'un attentat, qu'un assassinat par ces frappes, mais aussi par le Mossad, déborde sur une guerre régionale. La politique israélienne est aussi délicate. Elle doit frapper suffisamment pour dissuader les mouvements hostiles au Liban ou en Palestine d'exploser, mais elle ne doit pas non plus frapper trop fort dans le risque que cela déborde sur un véritable conflit ouvert avec l'Iran et ses supports qui sont répartis aux 4 coins du Moyen-Orient. Aussi, il ne faut pas voir les groupes et les milices chiites comme des entités fédérées. Cette décentralisation est autant une force qu'une faiblesse pour l'influence iranienne.
en Palestine, le Hamas ou même le djihad islamique palestinien ne sont pas toujours en bons termes avec le Hezbollah, bien qu'ils poursuivent des objectifs communs contre Israël. D'ailleurs, le Hezbollah est aussi concurrencé sur son propre sol libanais par d'autres factions et n'a plus nécessairement la puissance qu'il pouvait avoir lors des guerres contre Israël en 1982 et en 2006. Toujours est-il que le Moyen-Orient, malgré la normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, malgré la normalisation des relations entre Israël et les États arabes, malgré la guerre en Syrie et au Yémen qui sont moins intenses, reste une véritable poudrière, que ce soit dans le cadre de la rivalité entre Israël, l'Iran et les proxys, ou même une rivalité dans un plus grand ensemble, entre les États-Unis et ses soutiens directs au Moyen-Orient et la Chine, qui cherche de plus en plus à apporter une nouvelle diplomatie au Moyen-Orient afin de sécuriser ses flux commerciaux vers l'Europe, mais aussi de sécuriser sa rente en pétrole qui est nécessaire à sa croissance et à son développement. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère avoir levé une partie du brouillard autour des tensions Iran-Israël qui embrasent le Moyen-Orient. Dites-nous si vous pensez réellement que le conflit Iran-Israël menace concrètement le Moyen-Orient ou s'il est préférable de ne pas non plus le surinterpréter. Pour ceux qui veulent approfondir la géopolitique, toujours dans l'esprit Terra Bellum, c'est-à-dire une géopolitique réaliste qui évoque les intérêts et les rapports de puissance, je vous recommande de vous procurer la revue Terra Bellum. La revue Terra Bellum, c'est un trimestriel, il y a déjà 5 numéros qui sont disponibles sur notre site internet. Le dernier numéro en date porte sur le Moyen-Orient avec une pluralité d'auteurs et une pléthore de sujets qui vont de la sous-marinade égyptienne en passant par la politique à Oman, la force Al-Qod, une force de l'ombre au service de l'Iran, mais aussi les dessous troubles de Dubaï ou encore la diplomatie israélienne. Pour se procurer ce dernier numéro et les anciens, le lien est bien sûr en description, je vous laisse regarder tout ça. Et sur ce, je vous dis merci à tous encore pour votre fidélité, n'oubliez pas les gestes simples, aimez, commentez, abonnez-vous, partagez, et je vous dis à la prochaine bien sûr.